Bonjour, nous commençons aujourd'hui une série de leçons sur l'écoulement non uniforme. Nous avions vu un modèle, le modèle de l'écoulement uniforme, mais bien entendu, dans la réalité, ce modèle répond à certaines conditions qui ne sont pas toujours rencontrées. Nous devons avoir l'égalité des profondeurs, des aires mouillées, des périmètres mouillés entre elles, et nous obtenons aussi que la pente de fond est parallèle à SW, la pente de la ligne d'eau, et à SF, la pente de la ligne d'énergie. Dans la réalité, nous allons souvent nous trouver avec des conditions qui sont différentes. Nous avons ici la Seine à Paris. Nous voyons que l'écoulement paraît assez régulier, mais il n'est pas vraiment uniforme. Dans cet exemple-ci, c'est encore plus clair. On ne peut sûrement pas parler d'un écoulement à profondeur constante. Et dans le cas de l'approche d'une chute, comme ici à Iguassou, nous nous trouvons clairement avec de fortes perturbations de l'écoulement, entre autres dues à l'environnement rocheux, et l'écoulement n'est absolument pas uniforme. Nous devons donc trouver autre chose que l'écoulement uniforme. Et nous appellerons cette autre chose tout simplement un écoulement non uniforme. Écoulement non uniforme que nous définirons de manière très simple en disant que l'écoulement est non uniforme quand au moins une des conditions de l'écoulement uniforme n'est pas rencontrée. Bien sûr, nous devons nous raccrocher à quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement définir de manière négative l'écoulement non uniforme. Et nous devons donc avoir au moins une hypothèse qui nous permet de nous raccrocher à ce que nous savons. L'hypothèse fondamentale de l'écoulement non uniforme, ce sera de dire que les pertes de charge de l'écoulement non uniforme sont les mêmes que celles de l'écoulement uniforme dans les mêmes conditions. On va essayer de comprendre ce que cela signifie. Nous avons ici un rappel de ce qu'est l'écoulement uniforme. Nous avons l'équation du débit, fonction de A et de R, et de la pente de fond, et de la rugosité. Et nous pouvons retourner cette équation en mettant en évidence la pente de fond S0. Donc S0 égale Q carré N carré sur A carré R 4 tiers, A et R étant calculés pour la profondeur uniforme. Nous savons que dans le cas d'un écoulement uniforme, S0 et SF ont la même valeur, et donc nous pouvons écrire exactement la même équation en remplaçant S0 par SF, et nous avons là l'expression de S0 et de SF en écoulement uniforme. Que se passe-t-il maintenant si l'écoulement n'est pas uniforme? Nous avons ici un tableau. À gauche, la situation en cas d'écoulement uniforme, ce que nous venons de rappeler, et à droite, la situation en cas d'écoulement non uniforme. Si nous regardons d'abord les équations qui concernent la pente de fond, elles sont les mêmes, à gauche et à droite, mais la différence c'est que à gauche, AU et RU sont fonction de HU qui est la profondeur uniforme, celle qui règne réellement, tandis qu'à droite, AU et RU sont fonction d'une profondeur uniforme HU qui n'est pas celle qui règne réellement, c'est une profondeur fictive, c'est celle qui régnerait si nous avions un écoulement uniforme. Si par contre nous comparons SF, à gauche, SF dépend de AU et de RU, eux-mêmes dépendants de la profondeur uniforme HU. À droite, SF s'écrit de la même manière, mais cette fois-ci en fonction de A et de R qui dépendent de H, la profondeur qui règne réellement. Et donc, c'est la même équation, à gauche, à droite, SF, d'un côté fonction de HU
qui règne réellement, à droite, fonction de h, qui est la profondeur réelle. On peut déduire quelque chose d'intéressant de cette expression. Donc supposons ici qu'on a un écoulement non uniforme, et nous supposons que h est supérieur à hu. Dans ces conditions, si nous écrivons l'équation de l'écoulement uniforme, correspondant à hu en vert, et l'équation de l'écoulement non uniforme SF en rouge, dépendant de h. Comparons maintenant les équations vertes et rouges, et puisque h est plus grand que hu, ça veut dire que le dénominateur de SF est plus grand que le dénominateur de S0, et nous aurons que SF est plus petit que S0. Donc la perte de charge par unité de longueur est plus petite que la pente de fond. Si par contre la profondeur h est plus petite que la profondeur uniforme, h plus petit que hu, tout s'inverse, et cette fois-ci, SF devient plus grand que S0. Ça veut dire en résumant que nous obtenons le tableau suivant. Si h est égal à la profondeur uniforme, SF est égal à S0. Ce n'est pas une surprise, c'est la définition même de l'écoulement uniforme. Si par contre h est plus grand que hu, SF est plus petit que S0. Et si h est plus petit que hu, SF sera plus grand que S0. Nous pouvons en déduire que, pour une rivière, en considérant que S0 c'est la pente de fond et c'est en quelque sorte l'énergie qui est offerte par la géométrie de la rivière, et que SF c'est la consommation d'énergie, nous pouvons en déduire que finalement c'est l'écoulement uniforme qui est le plus naturel pour la rivière, puisque c'est celle qui offre l'énergie par la géométrie de la pente de fond, égale à la consommation d'énergie due au frottement. Et quand on s'écarte de cette situation, on peut s'en écarter pendant un certain temps, je dirais même presque partout, on s'écarte de cette situation, mais en moyenne, nous devons revenir à une situation d'écoulement plus ou moins uniforme. Et donc l'écoulement uniforme, même s'il n'existe pas réellement en beaucoup d'endroits, reste un écoulement de référence par rapport auquel nous comparerons tous les autres. Alors comment aborder l'écoulement non uniforme, qu'on appelle aussi écoulement graduellement varié? On va commencer par introduire un certain nombre de notions. Vous en avez ici la liste sur cette table des matières. Et nous allons commencer par une notion extrêmement utile dans la pratique, qui est celle d'énergie spécifique. Nous allons d'abord définir cette énergie, et puis nous verrons comment le débit peut varier en fonction de la profondeur d'eau pour une énergie spécifique donnée, et comment l'énergie spécifique peut varier en fonction de la profondeur d'eau pour un débit donné. Commençons par définir l'énergie spécifique. Nous avons ici une situation d'écoulement non uniforme, avec la profondeur h, et si nous traduisons ça en termes d'énergie, nous pourrions dire que l'énergie d'une molécule qui se trouve à la surface de l'eau, il y a une partie qui est de l'énergie potentielle, qui est en fait la projection de h sur une verticale, c'est-à-dire h cosinus phi, et une partie d'énergie cinétique qui est alpha v carré sur 2g. Et l'énergie spécifique, ce sera précisément de définir cette énergie, l'énergie totale, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, mais à partir du fond de la section, c'est-à-dire à partir du point B. Et donc nous allons définir l'énergie spécifique avec l'équation qui apparaît maintenant. Nous savons que cosinus phi, on peut le calculer comme étant racine de 1 moins sinus carré phi, et sinus phi c'est S0, c'est la pente de fond.
Donc on aura h racine de 1 moins S0 carré. Et de même que alpha V carré sur 2G, V est égal au débit divisé par la section, par l'aire. Et donc nous aurons alpha Q carré sur 2GA carré. Et donc c'est la définition d'énergie spécifique, c'est tout simplement l'énergie, mais par rapport au point B, par rapport au fond de la section. Et bien sûr, cette énergie spécifique va être définie chaque fois par rapport au fond de la section correspondante. Donc le point de référence varie d'une section à l'autre. Essayons de voir comment cette énergie spécifique peut être utile pour comprendre ce qui se passe dans l'écoulement. Premier élément, nous allons essayer, en fixant l'énergie spécifique, de voir comment le débit peut varier avec la profondeur. Nous avons l'équation de l'énergie spécifique. Nous pouvons retirer de cette équation alpha Q carré sur 2G que nous mettons dans le premier membre. Ce premier membre a l'avantage de varier comme le débit lui-même. Donc il grandit si le débit grandit, il diminue si le débit diminue. Et nous avons ensuite le second membre qui dépend effectivement de la profondeur. Nous pouvons constater qu'il y a deux cas où le débit sera égal à 0, c'est-à-dire où le second membre sera égal à 0 et donc le premier aussi. Premier cas, c'est si la profondeur est nulle. À ce moment-là, l'air mouillé A est nul, et donc alpha Q carré sur 2G, et donc Q est nul. Deuxième cas, c'est si H est égal à E sur racine de 1 moins S0 carré. Dans ces conditions-là, également, le débit sera nul. Ça veut dire que le débit est nul pour deux profondeurs typiques, les deux profondeurs qui correspondent au point rouge sur le diagramme du débit en fonction de la profondeur, mais ça veut dire aussi que forcément, il doit y avoir quelque part un débit maximum et donc une profondeur qui va nous donner ce débit maximum, et c'est cette profondeur que nous allons essayer de déterminer. Comment faire? On va tout simplement dériver alpha Q carré sur 2G, qui, je rappelle, varie comme le débit lui-même, et en poser que cette dérivée est égale à 0. La dérivation n'est pas trop compliquée, et dans la dérivée, nous voyons le terme dA sur ds, terme que l'on peut définir à partir de la géométrie. Effectivement, si nous avons une aire A de profondeur h et que nous rajoutons un incrément de profondeur dh, nous voyons que nous rajoutons aussi un incrément d'air dA. Et on voit qu'en première approximation, on approxime le rectangle par un trapèze, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'infiniment petit, nous voyons que dA sera égal à LdH, ou encore que dA sur dH sera égal à L, la largeur de la surface libre. Et donc, dans l'équation de la dérivée, ce qui est entouré en rouge pourra être remplacé par L. Si on regarde là, ce qui est entouré en bleu dans la même équation, nous retrouvons l'expression dans l'équation de départ, et donc on peut remplacer ce qui est en bleu par alpha Q carré sur 2G divisé par A carré. En faisant ces deux remplacements, nous trouvons une expression dans laquelle à droite se trouve racine de 1 moins 0 carré, donc qui ne dépend que de la pente, et à gauche, alpha Q carré L sur GA cube, qui dépend via A et via L de la profondeur. Et cette expression est donc une expression qui nous permet de calculer la profondeur dans les conditions de débit qui sont celles qui nous intéressent, et cette profondeur qui correspond à l'équation, qui est la solution de cette équation, nous allons l'appeler la profondeur critique qui donc par définition est la profondeur pour laquelle, pour une énergie spécifique donnée, le débit est maximum. Conclusion, si on choisit un débit donné inférieur à ce débit maximum, nous voyons qu'il y a deux points qui sont sur la courbe pour une énergie spécifique donnée, le point A, le point B,
Et à ces deux points vont correspondre deux profondeurs. Il y a donc, pour le même débit et la même énergie spécifique, deux manières de réaliser l'écoulement, une avec une grande profondeur, comme l'indique le point A, ou une avec une plus petite profondeur, comme l'indique le point B. Regardons maintenant ce qui se passe quand on s'intéresse pour un débit donné, cette fois-ci, à la variation de l'énergie spécifique en fonction de la profondeur. On doit moins modifier l'équation, on va simplement la diviser par racine de 1 moins s0 carré pour la facilité, et nous avons l'expression qui se trouve sur la diapositive. Et nous voyons que cette expression a aussi quelques propriétés intéressantes. Si la profondeur h tend vers 0, l'air mouillé A tend vers 0 également, et donc ça veut dire que E sur racine de 1 moins S0 carré tend vers l'infini. Et de même, si on a H qui tend vers l'infini, le second membre tend vers l'infini, et E sur racine de 1 moins 0 carré tend également vers l'infini, mais il tend vers l'infini en devenant égal progressivement à H. Cela veut dire que la courbe E sur racine de 1 moins 0 carré fonction de H connaît deux asymptotes. Une asymptote qui est l'axe des ordonnées, et une autre asymptote, E sur racine de 1 moins S0 carré qui tend vers H, une autre asymptote qui est une droite à 45 degrés. C'est pour avoir cette droite à 45 degrés qu'on a d'ailleurs divisé par racine de 1 moins S0 carré. Deux asymptotes, et donc entre les deux, une énergie spécifique minimum, et, point d'interrogation, quelle est la profondeur qui va nous permettre d'avoir l'énergie spécifique minimum pour un débit donné? On va tout simplement dériver l'expression, dire que cette dérivée va être égale à 0. Dans la dérivée, qui est une dérivée classique, nous retrouvons le fameux dA sur dH, dont nous avions vu qu'il était égal à la largeur de la surface libre. Et si on réorganise l'équation correctement, on retrouve l'expression alpha q carré L sur GA cube est égal à racine de 1 moins S0 carré. C'est exactement la même expression que celle du débit maximum pour une énergie spécifique donnée. Et donc, la profondeur qui est solution de cette expression sera de nouveau la profondeur critique. Et donc, nous avons cette profondeur critique qui est le minimum de l'énergie spécifique, mais ça veut dire de nouveau que si on a une énergie spécifique qui est supérieure à cette énergie spécifique minimum, nous aurons deux points qui correspondent à cette situation. De nouveau, le point A, le point B, et nous voyons que le point A correspond à HA assez petit et VA carré sur 2G grand. Donc, écoulement de faible profondeur mais à grande vitesse, alors que le point B, c'est le contraire, c'est HB qui est grand et c'est alpha VB carré sur 2G qui est petit. Donc, écoulement à plus grande profondeur mais à vitesse moindre. Et nous verrons que ces deux types d'écoulement sont importants, peuvent coexister, doivent être définis. Résumons ce que nous avons vu lors de cette leçon. On a défini l'énergie spécifique, et en définissant l'énergie spécifique, nous nous sommes aperçus qu'il existait un débit maximum pour une énergie spécifique donnée et que cette énergie spécifique maximum se produisait pour une profondeur HC, la profondeur critique. Et de même, on a vu que nous obtenions une énergie spécifique minimum pour un débit donné et que cette énergie spécifique minimum correspondait à la même profondeur critique. Cette notion de profondeur critique et de régime critique, c'est ce que nous allons approfondir lors de la prochaine leçon. À bientôt.